Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, à l'écoute de votre déclaration, j'ai, et soyez sûr que je le regrette, la sensation d'un déjà-vu. Déjà-vu car vos propos sont au final dans la droite lignée des annonces du Président de la République hier soir, sans surprise. Déjà-vu depuis maintenant une année que ces déclarations se suivent, les prorogations d'état d'urgence sanitaire aussi, avec deux impressions qui sont devenues des certitudes. D'abord, celle d'un président de la République qui décide, comme si la Ve République avait atteint son plafond de verre en ces instants dramatiques. Celui, enfin, d'un exécutif qui parle de choix collectifs que nous avons faits. Je vous demande, quel choix collectif a-t-il été fait ? Le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le confinement limité, la fermeture des commerces, le couvre-feu à 18h puis à 20h, le rayon de 20 puis 10 km, celui du Conseil de défense. Je crains, Monsieur le Premier ministre, que nous n'ayons pas la même définition de ce qu'est un choix collectif dans une démocratie parlementaire. Une république moderne, comme le réclamait Pierre Mendès France en son temps, aurait nécessité que le débat parlementaire ait lieu avant l'allocution du Président de la République et que l'ensemble du corps législatif soit associé étroitement à l'ensemble des décisions prises depuis maintenant un an. Car depuis un an, c'est hélas le même schéma qui se reproduit sans qu'aucune leçon n'ait été retenue. Je constate que le Président de la République a demandé aux soignants un effort pour augmenter nos capacités de réanimation, alors qu'il nécessite avant tout de plus de main-d'œuvre et de moyens. Le Président s'est voulu rassurant, mais le constat est tout autre. L'épidémie a bondi, la vaccination s'est effective et encore trop lente, et nous payons tous le pari d'avoir privilégié temporairement une économie aux dépens d'un rebond fulgurant de la contamination. Je le dis sans ambiguïté, il n'y a aucune intention pour notre part de soulever des polémiques inutiles, mais nous avons l'impression et le regret que l'ensemble des mesures prononcées hier auraient dû être prises en amont et que nous avons perdu un temps précieux. Sur ces mesures, je crois que nous pouvons tous partager l'objectif initial qui était de maintenir les écoles ouvertes. Maintenir ce lien entre l'école de la République et ses enfants était nécessaire, car on connaît les conséquences désastreuses qu'aurait un éloignement prolongé de l'école pour les élèves, notamment pour ceux des plus défavorisés d'entre eux. Mais si le virus ne circule pas plus à l'école qu'ailleurs, il ne circule pas moins non plus. Aussi, la fermeture annoncée était devenue inévitable. Face à cela, la simple annonce d'un calendrier de réouverture était insuffisante. Oui, vous avez annoncé le droit au chômage partiel pour l'ensemble des Français qui ne pourraient pas télétravailler, et ils sont nombreux, notamment dans les territoires ruraux. Mais pensez-vous qu'il soit aisé de télétravailler avec des enfants à la maison ? Il faut aller plus loin en proposant des alternatives de garde, en prenant plus largement en compte les 8 millions de familles monoparentales de notre pays. Il faut enfin se servir de ces 3 semaines de fermeture pour vacciner prioritairement les professeurs encadrants, ce qui permettra de concilier une réouverture ouverte des classes et la protection sanitaire que nous devons à nos équipes éducatives. Sur la vaccination, toujours, on ne peut que souscrire au vacciner, vacciner, vacciner et à la volonté de voir l'ensemble de la population vaccinée au plus tôt. Mais là encore, on ne peut que regretter des atermoiements concernant la stratégie vaccinale. Atermoiements d'abord sur la commande européenne plus que timide. Atermoiements ensuite sur le rythme de vaccination des plus âgés et des patients à risque. Atermoiements enfin quant à l'utilisation du vaccin AstraZeneca ou sa suppression temporaire alors même que l'OMS demandait la poursuite de sa prescription, ce qui a créé la défiance et nourri les scepticismes. Résultat, l'OMS encore elle a jugé, et je cite, que le rythme de vaccination en Europe était inacceptable. À ce titre, même si nous sommes des Européens convaincus, il nous faut militer pour la levée des brevets concernant les vaccins et adapter notre appareil productif afin d'avoir la maîtrise de notre destin vaccinal. En somme, il faut agir plutôt que réagir pour atteindre nos objectifs de sortie de crise. Concernant l'extension des mesures sanitaires à l'ensemble des territoires métropolitains et la règle de 10 km et de 30 km, je crains que son application soit difficile matériellement. D'abord, dans les zones rurales où le nombre de commerces, de services publics ou même de santé ne se situe pas dans ce cercle et mettront automatiquement nombre de nos concitoyens hors la loi. Ensuite, comment vérifier l'adresse lorsque celle-ci n'est pas la même que celle du papier d'identité ? Et lorsque l'adresse est la bonne, comment être sûr
que le cercle des 10 kilomètres est bien respecté, les agents de police et les gendarmes ne sont pas dotés de décamètres. Vous le savez, ce rayon de 10 kilomètres sera aussi difficilement respectable dans les zones urbaines, où l'on peut davantage penser que les services essentiels sont en proximité. Le besoin de s'aérer n'en est pas moins que plus grand. D'autant que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une résidence secondaire ou un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la campagne. Enfin, si on a appris une chose avec ce virus, c'est bien qu'il est imprévisible. Aussi, parler de réouvertures diverses mi-mai, si bien entendu nous le souhaitons et l'appelons de nos voeux, nous paraît prématuré. Monsieur le Premier ministre, nous sommes 1 an après la mise en place de politiques diverses pour tester, tracer, isoler, que nous avons voté ou non d'ailleurs dans cet hémicycle. Autant d'éléments pour lesquels nous ne disposons pas d'évaluation et qui nous permettent de douter de leur efficacité. Nous sommes 1 an après toujours autant d'incertitudes pour des millions de Français qui ne savent pas s'ils pourront un jour se soigner, travailler, étudier, aller au cinéma, au restaurant ou au café, bref, reprendre une vie normale et décente. Au final, ce qui a manqué, c'est un débat préalable au Parlement, car c'est bien notre rôle de voter la loi et de contrôler votre action, conformément à l'article 24 de notre Constitution. Ce qui a manqué aussi, c'est la confiance dans les élus locaux qui souvent sont les plus à même de prendre des décisions pour leur territoire. Mettons-nous à la place du maire de Cahors, de Tarbes ou de Mende, qui voient leurs décisions arriver d'en haut, subissent du jour au lendemain la fermeture de leur commerce dans l'essentiel sans avoir été consultés. Ce qui manque au fond, c'est la confiance de nos concitoyens, des élus de ces territoires et de la majorité des membres du RDSE, dont vous connaissez l'attachement à nos institutions et à la volonté de placer l'intérêt du pays au-delà de toute querelle partisane. L'unité aurait été de mise, ainsi qu'une image d'une nation rassemblée face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Hélas, Monsieur le Premier ministre, l'unité nationale ne se décrète pas. Elle se construit. Aussi, vous comprendrez que notre groupe, pas à l'unanimité, mais dans sa très grande majorité, ne prendra pas part au vote. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant donner la parole